Je m'appelle Jean-Claude Grosjean, donc je suis formateur, coach agile chez Valtech France. Donc mon quotidien depuis plusieurs années, c'est d'accompagner les personnes, les équipes, les organisations dans leur parcours vers l'agilité. J'ai aussi deux blogs, qualitystreet.fr en français et agilux.com qui abordent toutes ces thématiques du coaching agile, de la facilitation, de la qualité logicielle, de l'expérience utilisateur et du management, bien évidemment, le cœur de cette présentation. Alors pour cette session, donc, je le rappelle, 100% sans arnaque, pour faire écho à mon ami Thierry Croce qui présente une session juste après. Donc 100% sans arnaque, une demi-heure, 30 minutes pour un retour d'expérience global sur mon propre retour d'expérience et plus globalement le retour d'expérience des coachs Valtech sur ce type de situation, sur un acteur clé du changement qui est le manager. Donc petit détour via nos sponsors de la journée évidemment, avant d'entrer dans le cœur de la présentation. Ce dont nous allons parler aujourd'hui, alors déjà nous ne parlerons pas de la partie droite, donc on n'est pas là pour parler du coaching, du métier de coach, on ne sera pas là non plus pour aborder les différents rôles de Product Owner ou de Scrum Master, on n'est pas là non plus pour jouer, il y a une excellente session Lego à côté si vous voulez jouer, pour pratiquer des jeux agiles, c'est très intéressant à côté également, mais on ne sera pas là pour ça, mais ne quittez pas cette salle, malgré tout, restez bien avec moi. Non, le but du jeu de cette présentation, c'est de se centrer sur le manager, le middle management, évoluant dans un écosystème agile. Alors derrière le management, derrière le middle management, on met pas mal de fonctions, vous les avez ici, directeur, patron de département, qualité, département ergonomie, département UX, DSI, développement, et de plus en plus, ce qu'on peut observer également, notamment dans le milieu bancaire, beaucoup de chefs de projet, de directeurs de projet qui adoptent une posture de type manager agile tel qu'on va vous les décrire. Voilà le sujet de la session, une demi-heure. Parmi vous, dans l'assistance, est-ce qu'on a des managers? Donc, pas mal déjà, pas mal de managers. Parmi ceux-ci, parmi vous, qui travaillent avec des équipes agiles? Ok, donc la plupart, donc une large majorité. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que vous êtes majoritaire dans cette salle, et pourtant, dans la littérature agile ou même dans les chantiers de transition agile, vous êtes un petit peu les parents pauvres. On n'aborde pas vraiment cette question du management. Et donc l'idée de cette session est un petit peu du travail qu'on est en train de faire, c'est de vous donner quelques clés pour bien évoluer dans ce milieu agile. Alors, les clés, en profitant finalement d'un excellent moment pour le faire, c'est-à-dire que ces années qu'on vit, là, cette période 2011-2012, est vraiment un tournant pour la plupart des organisations, dans le sens où on a véritablement une convergence, une prise de conscience de la part de différentes disciplines, de différents acteurs issus de différents mondes. On parle du monde des affaires, on parle du monde de la prod, on parle du développement, on parle du design, on parle de la qualité, on parle même du côté entreprise ou des ressources humaines. Donc une prise de conscience finalement des choses qui marchent. Donc on va vous parler et vous verrez que toutes ces approches, tous ces mouvements, alors qui ne sont pas forcément récents, quand on parle d'organisation lean, le lean management, ça a plus de 50 ans. Taishi Ohno, dans les années 50, le lean management, rappelez-vous, c'est pas tout neuf. Quand on parle d'agilité, on parle de Scrum, il y a le Scrum Day aujourd'hui, on se focalise sur le Scrum. Maintenant, Scrum est une des méthodes agiles, le manifeste agile a plus de 10 ans. La plupart des méthodes Extreme Programming ou Scrum datent des années 90, donc ça fait aussi un bout de temps que ces mouvements sont en marche, avec des choses un peu plus récentes comme DevOps ou comme le Lean UX. Mais disons que toutes ces approches convergent en ces années 2011-2012 avec un certain nombre de traits communs. Toutes ces approches sont centrées sur l'homme. Elles mettent en avant le facteur humain. Toutes ces approches mettent le focus, mettent l'accent sur la valeur pour le client notamment. Livrer tôt, livrer au plus tôt de la valeur pour le client. Alors, à nous d'identifier le client et à nous de lui livrer tôt de la valeur. Donc, focus sur la valeur, approche centrée sur l'homme, mais aussi fonctionnement en cycle court. Et toutes ces approches vont préconiser des cycles de développement courts. Alors Scrum au départ 30 jours,
Maintenant, Scrum a largement réduit aussi ses cycles. Maintenant, on a des équipes qui fonctionnent pour la plupart du temps avec des cycles de 2 semaines, voire de 3 semaines. Le Lean Startup est également fondé sur des cycles courts, produire très vite ce fameux Minimum Viable Product pour tester les hypothèses de valeur, tester les hypothèses de croissance et pour pouvoir éventuellement réajuster le tir. Donc toutes ces approches sont centrées sur l'homme, apportent de la valeur pour le client et mettent l'accent donc, sur le feedback et la collaboration. Donc une vraie convergence, une vraie prise de conscience. Entreprise 2, je vous le rappelle, pour ceux qui est l'école du partage et de la collaboration. Donc le mot collaboration est également dans les valeurs mêmes de l'entreprise 2, entreprise 2, 2005-2006. Donc voilà, tout ça converge en ce moment. Ce qui n'est pas sans donner le tournis à vous, finalement, la majorité de cette salle, vous, middle management, qui vous retrouvez un petit peu au milieu de tout ça. C'est-à-dire qu'on a une pression qui vient du dessus, parce que maintenant, la plupart du temps, le top management ou vos dirigeants sont aussi convaincus des bienfaits de l'agilité, donc ils vous poussent vers de l'agile, vers du lean. En bas, ça pousse aussi, depuis un bout de temps d'ailleurs. Avec Extreme Programming, ça fait un bout de temps que les équipes se sont emparées de ces approches dites extrêmes il y a encore une vingtaine d'années, qui sont maintenant des bonnes pratiques de développement. Donc ça pousse côté équipe sur du Scrum, ça pousse côté équipe sur de l'Extreme Programming, et sur les côtés, ça pousse avec des choses comme DevOps, qui va chercher à privilégier la collaboration entre le dev et la prod. Ça pousse côté design, avec le Lean UX, l'Agile UX. Bref, ça pousse de tous les côtés. Et qui donc est au milieu de tout ça ? Le middle manager, avec des questions qui sont bien légitimes. Alors après, vous me direz si ce sont vos questions. Première question, première interrogation, qu'est-ce que ça change pour mon entreprise ? Alors on me parle d'agilité, qu'est-ce que va changer l'agilité pour moi ? On parle de valeur pour le client, très bien, qu'est-ce que ça va changer pour ma boîte ? Ensuite, deuxième interrogation, cette fois un peu plus personnelle, qu'est-ce que ça va changer pour moi en tant que manager ? Troisième chose, qu'est-ce qu'on attend de moi ? Alors, sur des rôles comme sur des méthodes comme Scrum, le rôle de Product Owner, on en a beaucoup parlé, il est plus ou moins bien cadré, on sait que c'est un petit peu le mouton à 5 pattes, mais on sait ce que ça recouvre. Le rôle de Scrum Master est plutôt bien entendu également, on voit à peu près les responsabilités du Scrum Master, ce qu'on attend d'un Scrum Master dans une équipe Scrum. Côté équipe, idem, colocalisé, collectif, prise de décision, elle s'engage, elle estime ce qu'elle a à faire, elle va réaliser, elle va livrer. Ok, c'est bien cadré. En revanche, côté manager, c'est un petit peu l'inconnu. Donc derrière, également, comment dois-je m'y prendre? Donc le relais, évidemment, le pendant de cette question précédente. Une fois qu'on a défini ce que je devais faire, comment je vais le faire? Et finalement, une question qui revient systématiquement dans nos interventions de coaching, c'est quelle est ma place? Quelle est moi, ma place en tant que manager? Avec toute cette pression qui vient de tous les côtés, comment moi je vais me positionner par rapport à ces équipes agiles? Donc tout le propos de cette présentation, ça va être de discuter de tout ça. Donc, quand on parle de trouver sa place, on parle inévitablement de la notion de changement. Derrière le changement, on sait qu'on a deux ingrédients globalement. Après, il y a différentes approches pour la conduite ou l'accompagnement du changement, mais derrière le changement, il nous faut deux choses. Un sentiment d'urgence qui va pousser. Oana, ce matin, parlait de déclic. Voilà, il nous faut un sentiment d'urgence qui va nous pousser vers le changement. Deuxième élément, deuxième ingrédient indispensable, il faut voir un minimum les bénéfices que va nous apporter ce changement. On ne va pas bouger vers quelque chose si on ne voit pas vraiment l'intérêt. Donc, deux éléments nécessaires à une démarche de changement. Donc, pour le manager, quand je vous parlais tout à l'heure de véritables tournants dans ces années 2011-2012, on est vraiment à un moment de vérité, avec à la fois cette nécessité de changer, comme on l'a vu précédemment, avec cette convergence de tous ces mouvements qui poussent le manager à évoluer nécessairement pour que ça fonctionne. Et puis derrière, pour beaucoup de managers qu'on accompagne, la vision d'une réelle opportunité pour changer. Et là, on joue plus sur le côté bénéfice, vision, et l'opportunité pour certains de faire évoluer des pratiques managériales qui n'ont pas forcément évolué depuis pas mal d'années. Donc, deux choses, nécessité de changer et opportunité de changer. Vers quoi? Vers ce fameux management agile et lean. Évidemment. Alors, Jürgen Appelo parle de management 3.0, donc parle vraiment d'une vraie rupture sur ce type de management. Bon, je me contente d'appeler ça management agile et lean, je pense que ça résume plutôt bien la situation. L'idée, ça renvoie au manager la nécessité aussi d'avoir une nouvelle posture. Donc, les impacts, alors on verra les impacts, mais hop là.
En termes d'impact, une nouvelle posture, celle davantage de chef d'orchestre. On sait que le manager était précédemment dans une approche plutôt command and control. Désormais, on attend du manager d'autres qualités, d'autres savoir-faire, d'autres savoir-être, notamment une posture de chef d'orchestre, avec la mise en avant de différentes qualités, comme un peu plus d'humanité, un peu plus de proximité, beaucoup de facilitation. Donc on est là en tant que facilitateur des projets, facilitateur des équipes, faciliter la synchronisation entre ces différents mondes. Donc plus d'humanité, plus de proximité, de la facilitation et globalement pas mal de leadership. Donc cette capacité d'influencer positivement les comportements, les attitudes et les activités des personnes qui vont les entourer. Donc 4 traits, quand on parlait tout à l'heure, une des premières questions, qu'est-ce qu'on attend de moi? Ben voilà, ce qu'on attend maintenant du manager, ça tourne autour de ces quelques qualités. Concrètement, ça va se manifester aussi par... Alors, je parlais juste avant, je vais juste revenir sur le slide d'avant, avec du classique et de la continuité. Donc on va voir 6 grands types d'activités pour notre nouveau manager agile. Alors évidemment, on ne va pas demander une rupture totale par rapport à ce qui est fait. Ça paraît évident. Donc on a toujours, quand on parle de classique et de la continuité, toutes les tâches que vous avez à faire, comme la gestion des portefeuilles de projets, la gestion des budgets, l'affectation des personnes, la coordination avec les autres managers, ça, ce sont des choses qui vont évidemment rester. Alors qui peuvent se faire un petit peu différemment, notamment grâce à l'appui du Lean ou de l'Agile, mais c'est quelque chose qui va fondamentalement rester. Ce qui va rester également, c'est ce que vous faites au quotidien sur le volet RH. J'imagine que ce sont le recrutement, vous vous chargez en partie du recrutement. Les évaluations, j'imagine que la plupart du temps, ce sont les managers qui s'occupent d'effectuer les évaluations. On parle parfois de gestion des conflits, on est amené aussi à licencier. Tout ce volet RH fait partie des dimensions qui ne vont pas forcément être bouleversées par l'arrivée de l'agilité. Donc du classique, de la continuité sur ces 2 grandes activités, et puis derrière, quand même de la nouveauté, donc nouveauté sur ses savoir-faire et sur ses savoir-être à avoir, et 4 grands types d'activités, 4 grands volets sur lesquels on va se focaliser pour le temps qui nous reste. Premier volet, évidemment, j'ai envie de dire évidemment, vous êtes manager, vous avez des équipes agiles avec vous. Première chose à faire, ça va être de soutenir ces équipes et surtout soutenir leur effort d'auto-organisation. Ce n'est pas forcément non plus le plus évident, puisque ça nécessite véritablement une vraie bascule à la fois psychologique et comportementale. On parlait du command and control ce matin, on change de posture, on change de paradigme, on est plus dans un rôle d'être là. La citation de ce manager est assez révélatrice. Voilà, je suis là, je suis en soutien de mon équipe. Je n'ai pas là pour contrôler ce qu'elle fait et faire du micromanagement. Donc on a une bascule en termes de posture qui n'est pas forcément très simple. Et surtout, côté manager, privilégier cet effort d'auto-organisation de l'équipe. L'équipe agile est une équipe auto-organisée sur ses activités, au quotidien, de réalisation du projet, mais aussi sur ses activités de résolution du problème. Donc soutien de l'effort d'auto-organisation en fixant, évidemment, parce que pour que l'auto-organisation fonctionne, en fixant les limites, le cadre, pour que tout ça fonctionne. L'auto-organisation sans frontières, sans limites, c'est le chaos. Donc tout le jeu du manager aussi, c'est de trouver la juste distance entre ce soutien à l'équipe, cette fixation de règles, et en même temps la laisser respirer, la laisser vivre et la laisser s'autonomiser. Donc voilà, changer sans contrôler, soutenir sans commander, un vrai challenge pour le manager. Ça passe par quoi en termes de pratique ? Alors on va le voir. C'est un peu flou, mais là vous avez une liste des obstacles. La liste des obstacles, toutes les équipes agiles connaissent ça. On a une liste des obstacles sur tous les radiateurs d'information des équipes. La troisième question du Daily Scrum, par exemple, côté équipe, c'est qu'est-ce qui m'empêche de faire mon travail? Si on a un point de blocage, le point de blocage se transforme en obstacle. Le but du jeu pour l'équipe, pour le Scrum Master, c'est de faire sauter l'obstacle. Souvent, le manager est dans une posture où lui seul pourra faire sauter l'obstacle, déverrouiller la situation, escalader. Donc il est souvent là, donc en soutien. L'équipe a un problème, je suis là pour la soutenir et pour lever l'obstacle qui se dresse devant elle. Alors ça nécessite aussi, on parle de soutien et de présence, ça nécessite pour le manager d'être présent avec l'équipe. On y reviendra tout à l'heure, mais ce qu'on conseille, nous, dans nos missions de coaching aux managers, c'est justement de se garder le créneau entre 8h30 et 10h30, par exemple, sans réunion.
on demande à nos managers qu'ils soient parmi les équipes dans les open space et qu'ils ne prennent pas de réunion entre 8h30 et 10h30. Ce n'est pas forcément très simple. Pourquoi? Pour pouvoir assister à un daily scrum de l'équipe A, pouvoir assister à un autre daily scrum, pour se balader, pour prendre un petit peu la température. Donc l'idée c'est ça, donc, de la présence, du soutien pour lever les obstacles, fixer les limites, aligner les objectifs de l'équipe avec les objectifs de l'organisation. C'est ce qu'on attend du manager, très clairement, pour éviter ce fameux chaos, que tout explose. Et derrière, alors on parle aussi de logistique et synchronisation. Là, vous avez un exemple de radiateur d'information sur une équipe. Ça prend de la place, tout ça. Alors on parle logistique, ça fait un petit peu sourire, avec les post-it, des paperboards, des papiers, etc., des grands murs. Mais la logistique, ça a vraiment du sens quand vous avez des équipes qui travaillent jusqu'à maintenant pas forcément ensemble, où vous devez casser des cloisons, vous devez rapprocher, faire monter des gens qui sont au 5e étage ou 6e étage. Rapprocher des gens, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Donc il y a un véritable effort côté management pour penser ça. Et puis derrière, sur le plan technique, ça se joue aussi sur la logistique, sur l'achat de licences pour tel ou tel outil, et puis éventuellement des doubles écrans pour les développeurs, enfin plein de petites choses comme ça, du détail, qui vont faire que le manager a un rôle essentiel dans ce soutien de l'équipe agile. Donc soutenir sans commander, changer de posture par rapport au command and control. Ça c'est le premier volet de ce nouveau management agile, avec un gros effort de synchronisation à partir du moment où les managers s'occupent d'une, deux, trois, quatre équipes. On a une nécessaire synchronisation entre toutes ces équipes. Et là, encore une fois, le manager a un rôle clé à jouer sur cet effort de synchronisation entre, par exemple, le Scrum Master et le Product Owner de l'équipe A et le Scrum Master, le Product Owner de l'équipe B. Donc un effort de synchronisation globale intra-équipe et synchronisation aussi inter-équipe avec des équipes de prod, avec des équipes de la qualité, etc., etc. Donc soutien des équipes, et surtout soutien de l'effort d'auto-organisation de ces équipes agiles. Premier volet de ce management agile. Hop, ça passe un peu vite, j'ai raté mon effet. Deuxième volet, créer une relation de confiance avec les collaborateurs. Donc ça, c'est pas forcément nouveau, c'est ce qu'on attend tous finalement de nos managers, qui sachent un petit peu de quoi notre travail est fait, qui mesurent un petit peu nos attentes. Donc créer une relation de confiance, développer et motiver les personnes. Pour ceux qui ont travaillé sur du lean management, on est en plein dans le lean management, très clairement. Tout ça, ça prend du temps. Alors on parle de relation de confiance. La confiance reste l'élément clé de tout le système agile de toute manière. Sans la confiance, ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. La confiance réciproque dans l'équipe, de l'équipe vis-à-vis de son manager, de l'équipe vis-à-vis de son product owner, ou de l'équipe vis-à-vis d'autres entités comme la prod, ou comme la qualité, ou comme le design. Donc vraiment, la question de confiance qui reste un élément central et qui repose sur deux piliers, généralement. À votre avis, les deux piliers de la confiance, qu'est-ce qui permet d'avoir une vraie confiance, d'instaurer une vraie relation de confiance? Transparence, oui, c'est nécessaire. D'autres choses? C'était sur le slide d'après, hein, donc si vous avez jeté un petit coup d'œil, vous l'avez vu peut-être. Ouais, respect. Première chose, le respect des personnes. Encore une fois, on ne réinvente pas la roue. Le respect des personnes, c'est un des deux piliers du Lean. On se rappelle le Lean, Taishi Ohno, les années 50, évidemment tous les outils liés au gaspillage, la valeur, etc., mais aussi les deux piliers du Lean, le respect des personnes et l'amélioration continue. Vous enlevez le respect des personnes, votre maison, elle s'écroule. C'est pour ça d'ailleurs que le Lean a souvent eu des difficultés à s'exporter dans d'autres cultures, où le respect des personnes ne fonctionnait pas forcément de la bonne manière. Ok, on avait l'amélioration continue, mais on n'avait pas le respect. Donc du coup, tout s'écroulait. On n'avait pas les bénéfices qu'on pouvait en attendre. Donc premier pilier, effectivement, de cette confiance, c'est le respect des personnes. Deuxième pilier, l'authenticité. Donc on attend à avoir des relations. Pour avoir une vraie relation de confiance avec les personnes, il faut, entre guillemets, être authentique. Alors être authentique, c'est un joli mot, mais c'est simplement avoir une cohérence entre ses paroles et ses actes, être quelqu'un de fiable, quelqu'un de crédible. Et puis c'est aussi être en mesure, même pour un manager, de reconnaître ses forces et ses faiblesses. Donc établir cette vraie relation de confiance, on va avoir besoin de respect, on va avoir besoin d'authenticité dans les relations, et on va évidemment avoir besoin de temps. Parce que tout ça prend du temps, et donc, qui dit temps dit disponibilité, et qui dit disponibilité dit pour la plupart du temps un vrai problème pour nos amis managers, pour vous généralement. Alors après vous me direz si vous avez du temps, mais là
j'ai de la citation, j'ai l'exemple d'un manager qui prenait 5 heures, 6 heures par semaine pour dialoguer, pour échanger avec chacune des personnes qu'il était amené à gérer. Donc ça, ce one-on-one, c'est un outil qu'on pousse aussi côté coaching. On pousse les managers à aller dans une relation duel, à connaître le travail des personnes avec qui ils évoluent. C'est la base. Passer 15-20 minutes chaque semaine avec chaque personne. Alors évidemment, si vous êtes un manager et que vous avez 40 personnes à gérer, ça devient compliqué. Il faut aussi se poser derrière les vraies questions et se dire, est-ce que j'ai le temps de faire du bon boulot par rapport à ce qu'on me demande? Là, ça reste jouable. Au-delà de 20 personnes, ça devient quand même très difficile. Alors, il faut trouver d'autres petites astuces. Mais la disponibilité, c'est un élément clé. Donc, respect, authenticité, disponibilité, et puis évidemment feedback, parce que derrière tout ça, l'idée forte, c'est le feedback. On rejoint encore là où on est plus sur le volet un petit peu pratique. Quelles sont les pratiques que le manager, sur le comment je dois faire, sur les pratiques que le manager pourrait être amené à appliquer sur le terrain. Le one-on-one est une des... C'est pas encore nouveau, hein, c'est pas du nouveau, mais c'est la pratique la plus utile pour un manager. Les gens voient vraiment la différence. On passe du temps avec les personnes, ça permet de créer un lien, de connaître la personne, de lui fixer des mini-objectifs et de voir un petit peu la façon dont elle évolue. Donc premier outil à privilégier, le one-on-one. Toutes les semaines, 20 minutes, avec chaque personne. Pas facile. Deuxième élément, vous voyez le go and see, aller et voir. Donc là, on retombe encore une fois sur le lean. Aller et voir sur le terrain. Ça veut dire quoi pour un manager? Un manager agile, ça veut dire être sur l'open space avec ses équipes. Être parmi ses équipes. Alors vous avez un petit peu la variation américaine, nord-américaine du go and see, avec le managing by walking around and listening, ce que vous avez en haut à droite, l'abréviation un peu barbare. L'idée, c'est ça. C'est le matin, je suis là, je suis manager, je vais prendre la température, je m'intéresse à ce que les gens font, j'assiste à un daily scrum. Si je peux aider, j'aide. Et c'est l'idée, quand on parle de Lean Startup, on dit voilà, sortez de vos laboratoires, sortez de vos bureaux. Pour un manager, c'est levez-vous de vos chaises. L'idée, c'est ça. Donc, levez-vous de vos chaises, regardez ce qui se passe, soyez à l'écoute, posez les bonnes questions. Alors là encore, on a besoin aussi de la confiance. Parce que si la confiance n'est pas là, ce fameux managing by walking around and listening, ça va plutôt être considéré comme de l'espionnage. Donc ça ne va pas forcément être bien perçu. Donc pareil, il faut le faire à partir du moment où on est en mesure de le faire, où la confiance a commencé à se créer. Donc du feedback, aller et voir, et puis après, c'est évidemment jouer sur les leviers motivationnels intrinsèques. Autonomie, maîtrise et sens, donc ça c'est plutôt que sur des leviers motivationnels extrinsèques, les conditions de travail ou le salaire, qui ne sont pas forcément des sources de motivation, qui sont sources de démotivation. Ah, intéressant. Qui sont sources de démotivation. Qui sont sources de démotivation, mais qui ne sont pas forcément sources de motivation. Donc autonomie, maîtrise et sens, c'est ce que nous rappelait Daniel Pink, dans un ouvrage assez récent, qui rappelle un petit peu toute l'histoire des théories de la motivation, donc ce qui nous motive vraiment. Je crois que c'est le titre en français du bouquin, je vous incite vraiment à le lire. Il insiste sur ces 3 leviers motivationnels. L'avantage pour vous qui êtes impliqué dans l'agilité, c'est que les équipes qui font du Scrum sont déjà dans l'autonomie. Elles sont aussi déjà dans la maîtrise de ce qu'elles font. Elles produisent un résultat concret. L'agilité, c'est beaucoup d'apprentissage. On monte en compétences. Donc, vous, en tant que manager, j'ai envie de dire, le boulot est facilité, notamment sur l'autonomie et la maîtrise. À vous aussi, derrière, de communiquer le sens. Alors, sens côté produit, vision du produit, sens au travail qu'on fait en tant que développeur, et puis derrière, communiquer du sens aussi à notre travail globalement par rapport à l'entreprise. Donc, votre boulot derrière, on le verra aussi, c'est descendre la vision d'entreprise auprès des équipes. Donc, jouer sur les bons leviers de motivation, et puis derrière, adopter un style de management approprié par rapport à chaque personne. Donc on recherche tous plus ou moins de l'autonomie maintenant en termes de gestion individuelle des personnes. Vous avez besoin de connaître ces personnes et savoir un petit peu la façon dont elles fonctionnent pour adapter le juste mode. On demande maintenant à ce que le manager soit davantage un coach pour faire progresser les personnes. On insiste sur le style un peu plus participatif. Maintenant, certaines personnes, en termes de personnalité, fonctionnent mieux avec un management un peu plus directif, avec des objectifs qui sont fixés, avec le côté un petit peu meneur du manager.
Donc ce sera à vous aussi, en fonction de vos one-on-one, d'ajuster votre style de management à chaque personne. Et puis dernier élément aussi, source de motivation, la délégation. Alors l'idée pour vous, c'est de déléguer certaines tâches. Alors sur l'aspect délégation, je vous incite aussi à voir ce que fait Jürgen Appelo sur son site, Management 3.0. Il appelle ça le Delegation Poker. Et l'idée, vous avez un système de cartes, comme le fameux planning poker, donc une échelle de 1 à 7, avec 1, c'est je prends la décision, et 7, je délègue totalement la décision à l'équipe. Donc c'est un petit jeu sympa, je l'avais fait avec lui dans un training. C'est très intéressant, donc vous faites ça avec votre équipe, sur différentes décisions. Chaque équipier a son jeu de cartes, et puis vous discutez collectivement des tâches que vous serez amenés à déléguer. Donc ça permet aussi d'impliquer des personnes dans ce choix-là. Ça permet aussi de vous garder certaines décisions, parce qu'évidemment, l'objectif, c'est pas de tout déléguer, donc vous gardez aussi certaines décisions. Donc ce jeu est plutôt intéressant. Donc je vous incite vraiment à jeter un petit coup d'œil à ce Delegation Poker de Jürgen Appelo. Donc voilà pour le deuxième volet. Donc le deuxième volet, le plus humain, finalement, le plus sensible, et celui pour lequel vous n'avez pas forcément été formé d'ailleurs. Troisième volet, donc là on est plus sur le côté organisationnel. Un environnement propice au succès. Donc créer un environnement propice au succès, et puis derrière booster le changement. Donc on va demander aux managers, on va vous demander, vous managers, d'être le relais du changement. On parle de transition à l'agilité, quand on parle d'agilité dans une entreprise, c'est souvent un choc culturel. Donc on va vous demander en tant que manager de porter ce changement. Donc d'être à la fois dans un mode réactif, actif sur le changement, voire proactif, anticiper les tendances. Vous avez vu tous les mouvements dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'on a vu sur le slide, le Lean UX, le Lean Startup, DevOps. Pour vous, en tant que manager, c'est aussi ça, c'est flairer un petit peu ce qui se passe, prendre la température de ce qui se passe à l'extérieur pour justement être en mesure d'anticiper le changement dans votre organisation, donc booster le changement. On parle aussi d'environnement organisationnel, ça passe par la vision. Là, vous avez un exemple de vision. À votre avis, à qui appartient cette vision d'entreprise? Amazon, effectivement. Voilà. L'idée, c'est de faire en sorte qu'on ait une vision d'entreprise et que vous, en tant que manager, vous soyez en mesure de la relayer auprès de vos équipes. Porter la vision d'entreprise, c'est quelque chose de fondamental pour un manager. Concrètement, sur le terrain, on parle de la vision, on parle du changement, on en a parlé, booster le changement. Ce qu'on peut ajouter également, c'est la simplification des usages. Donc là aussi, on se place dans une posture de réflexion continue, Ansei et Kaizen. Réflexion continue, amélioration continue. Donc on fait un point régulièrement sur nos pratiques. L'idée pour un manager, c'est de simplifier les usages. Rappelez-vous, les personnes et les interactions avant les process et les outils. Première valeur du manifeste agile. Enfin, c'est pas du blabla. Derrière, c'est vraiment insister sur cette notion-là. Avoir des processus, le juste ce qu'il faut de processus, le juste ce qu'il faut d'outils au service de l'activité des personnes. Donc tout l'enjeu du manager, et on le voit beaucoup dans le domaine bancaire, avec certains coachs, c'est de simplifier tout ce process qui est autour de nous. Alors, il ne peut pas le faire tout seul, généralement, mais il y a un véritable effort à faire dans la simplification des usages au service de l'équipe. Simplification des usages, favoriser la diversité. Là, encore une fois, on joue plutôt sur la dynamique d'innovation. Diversité pour provoquer les coups de chance, pour susciter l'innovation. On est vraiment dans cette dynamique-là. Comment susciter les coups de chance? Comment provoquer, susciter l'innovation? Google est très, très forte là-dedans. Les images au-dessus, c'est des photos de l'environnement de travail chez Google. Tout est fait chez Google pour susciter les interactions entre les employés, provoquer les interactions. C'est de là que va se créer vraiment l'innovation. Donc l'idée aussi pour le manager, c'est d'influencer, d'avoir une véritable influence sur son environnement de travail pour justement favoriser l'innovation. Toujours dans cette démarche d'innovation, vous avez des exemples en dessous d'open space. Ça a été abordé ce matin par Pierre Ness, ou je ne sais plus qui exactement, mais notamment chez Valtech, on croit beaucoup aux open space en interne. Donc tous les 2 mois, tous les 3 mois, on a des grandes entreprises qui mettent en place ce type d'open space pour les équipes. Rendez-vous, forum ouvert, on est là, on prend une matinée et on discute du sujet et on essaie derrière de s'améliorer. Donc rendez-vous tous les 2 mois, tous les 3 mois pour derrière déclencher vraiment une dynamique organisationnelle de changement pour promouvoir l'agilité ou pour travailler sur tout autre sujet. Diversité, changement, Ansei et Kaizen. Donc voilà, booster le changement et puis travailler sur l'environnement. Alors dernier sujet, là je fais aussi écho à ce que disait Oana ce matin sur
les cercles d'influence plutôt que les communautés de pratique. Alors moi, je crois personnellement beaucoup aux communautés de pratique. Et là où on se rejoint avec Ohana, je pense que ça doit être fait. Ça marche à partir du moment où ça se fait dans des bonnes conditions. Je pense que j'ai un peu le temps d'en discuter avec Ohana ce matin, mais je pense que les éléments qu'elle pointait, c'était plutôt des dysfonctionnements liés à une mauvaise mise en action, à des mauvaises conditions pour créer les communautés de pratique. Les communautés de pratique, on en a besoin. C'est fondamental. Communauté de pratique agile, de Scrum Master, de Product Owner, à terme, de manager. Pourquoi pas aussi dans votre organisation de créer une communauté de pratique de manager. Vous avez, regardez cette définition de la communauté de pratique, c'est pas récent non plus la communauté de pratique. On en parlait aussi beaucoup avec l'entreprise 2, ce genre de choses, mais voilà, une activité régulière de partage de connaissances et d'apprentissage. On est là pour apprendre à partir d'intérêts communs. Donc ça marche très bien en plus pour des métiers comme les métiers d'architecte, comme les métiers d'ergonome. Dernièrement, je donnais une formation dans le Sud sur l'agile UX. Cette entreprise a fait l'effort d'intégrer des spécialistes UX dans chaque équipe et de sortir de ce côté pôle d'ergonomie un petit peu en retrait. Maintenant, ils ont un problème. Comment garantir la cohérence des interventions? Comment faire en sorte que ces personnes se retrouvent et vraiment une identité UX? Ça passe par la création d'une communauté de pratique. Alors, pas simplement avec des rendez-vous virtuels. Comme le dit ce manager, si vous n'avez pas de physique, ça ne marche pas. Donc, il faut des points de rencontre physiques. Pas tous les mois. Tous les mois, ça ne marche pas non plus. Il faut que ce soit beaucoup plus fréquent. Donc, de la fréquence. Et pour le manager, vous avez ce petit encart. Première chose, c'est ce que pointait Ohana ce matin. Donner les moyens pour que ça fonctionne. Donner les moyens pour que ça fonctionne, promouvoir ces communautés dans l'organisation, donner du feedback, et puis voilà, pourquoi pas animer ces communautés. En tant que facilitateur, community manager, peu importe. L'idée, voilà, donner des moyens à ces communautés de pratique pour qu'elles puissent vivre et varier les formats pour tout ça. En résumé, par rapport à ces grandes responsabilités, ces grandes activités de ce management agile, du classique sur la partie haute, donc la gestion des portefeuilles, le budget, l'affectation des personnes, etc., le volet RH, qui va s'en trouver malgré tout modifié. Je pense que je pourrais presque le mettre en noir. Le recrutement peut être modifié, on peut impliquer davantage l'équipe dans le recrutement des personnes qui vont travailler avec elle. L'agilité a un énorme impact sur le mode d'évaluation. On s'aperçoit très clairement que les revues annuelles, c'est complètement dépassé. Voilà. Plus de feedback, plus de fréquence. Donc il y a quand même un impact de l'agilité sur cette deuxième dimension RH. Et puis derrière, les 4 volets qu'on a vus jusqu'à maintenant. Donc c'est beaucoup de boulot pour le manager. Vous n'êtes pas sorti de l'auberge, j'ai envie de dire. Ce n'est que le début. Mais profitez de l'occasion pour éventuellement changer et vous orienter vers ce genre de choses. Et enfin, pour terminer, notre conviction chez Valtech, c'est que c'est vous qui détenez les clés de l'agilité sur le long terme. Le top management a beau pousser, les équipes ont beau pousser. Si derrière, vous ne jouez pas le jeu, si derrière, l'ensemble du middle management ne joue pas le jeu, ça va très vite s'essouffler. Donc, vous détenez les clés de l'agilité, à vous de vous orienter vers ce genre de modèle, ce genre d'activité, autant que possible. Voilà, j'en ai terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, elles sont les bienvenues. Un peu les voir. Alors, en termes de feedback, on a aussi l'équivalent du feedback d'or là, mais si on fera un petit rôti, si vous voulez bien jouer le jeu du rôti. Return on time invested, feedback immédiat, visuel, vote à 5 doigts, donc chacun dans l'assistance prend connaissance de l'échelle. Et voilà, on a passé une demi-heure ensemble, on voit s'il a plutôt gagné une demi-heure, gagné du temps, ou carrément s'il a perdu du temps et s'il aurait mieux fait de sortir. Donc vote 1 à 5, tous en même temps, on le fera tous en même temps après les questions si vous voulez. C'est soit ça, soit ça, soit ça. Et tous ensemble, collectif. Feedback immédiat, courage. Question? Non? Pas de question, c'était déjà le vote. Ah. C'est le vote ou les questions? Oui, j'ai trouvé la présentation intéressante sur le rôle du manager en tant que tel, mais souvent dans une équipe agile, j'aurais tendance à dire le manager n'est pas manager de toutes les personnes dans l'équipe. Est-ce à dire comment on interagit avec les autres managers? Est-ce à dire que il y a une préparation à ces visites du matin avec les autres managers en disant je vais aller voir quelqu'un
qui t'est rattaché hiérarchiquement, mais j'allais lui parler parce que c'est mon tour d'aller voir l'équipe. Enfin, comment vous faites pour finalement régir les interactions entre les managers du middle management? C'est une vraie question, effectivement. Il y a une nécessaire interaction. Quand on parle de mouvement global, il y a un mouvement global à avoir dans l'organisation. Si un manager fonctionne de cette manière-là et que les autres ne fonctionnent pas de cette manière-là, ça va devenir compliqué. On est vraiment dans ce mode collaboratif. Donc l'idée, c'est de partir, voilà, faire en sorte que tous les managers au moins partagent cette vision des choses, partagent la collaboration. Et derrière, ça va être essayer de s'entendre un maximum au service de l'équipe. Pas forcément de réponse là-dessus, hein, vraiment une affaire de contexte, mais la synchronisation entre managers va être nécessaire, inévitable. Au moins le partage de cette vision-là. On peut participer au Scrum en étant plusieurs, finalement? Vous pouvez, hein. Enfin, après, encore une fois, c'est pas interdit. Hein. En tant qu'observateur, si un manager peut lever un obstacle, c'est tout bénef. Encore une fois, le Daily Scrum sert à donner de la visibilité. Donc on donne de la visibilité à tout le monde. Donc tous ceux qui veulent assister à un Daily Scrum, s'ils veulent observer, ils peuvent très bien le faire. L'équipe est transparente là-dessus, il n'y a aucun souci. Transparence et visibilité. Ok, on propose de faire le rôti si tout le monde a pris connaissance de l'échelle, donc de 1 à 5, vote à 5 doigts, tous en même temps. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, on vote. C'est difficile, donc c'est du rôti à grande échelle. Donc je vois beaucoup de 4, je vois quelques 3, beaucoup de 5. Ok, bon, c'est globalement très positif. Ceux qui ont 3 peuvent rester, on peut discuter si vous voulez pour voir un petit peu comment améliorer les choses. Mais de manière très, très, très sereine, bien sûr. Bon, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne fin de journée.